Bonjour à tous, merci d'être présents à ce cinquième rendez-vous Energis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc Massonneau, le directeur commercial du bureau d'études Energis. Je remercie tous les présents et tous ceux qui vont arriver dans les quelques secondes qui viennent pour ce cinquième rendez-vous dédié à un nouveau sujet sur la perméabilité à l'air et sur la VMC. Je remercie Frédéric Ledivna qui a brillamment animé nos derniers webinaires sur la RE 2020, sujet sur lesquels on reviendra vers vous dans quelques semaines. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jérôme Auriel qui va prendre la parole, qui nous accompagne dans le cadre de ce nouveau webinaire, spécialiste de la VMC et de la perméabilité à l'air. Donc, je vous dis à tout à l'heure et un bon webinaire. Bonjour à tous et à toutes. En effet, donc, je vais vous accompagner durant la demi-heure qui suit sur des thématiques qu'a évoqué Marc à l'instant. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Jérôme Auriel, je suis gérant de la société Imeol. Nous sommes basés à Nantes et nous intervenons sur la région des Pays de Loire dans le cadre de l'activité à la fois sur la maison individuelle, les bâtiments collectifs et tertiaires, entre autres sur les sujets de perméabilité à l'air, des sujets de ventilation, d'EPE et également d'acoustique. Donc, en effet, il y a trois éléments clés qui sont présents, à savoir la performance de l'enveloppe avec la partie thermique, notamment au sein de la RE 2020 à venir, la qualité de l'étanchéité à l'air que vous connaissez déjà depuis quelques années, qui a été introduite notamment à l'époque du BBC. Et ce qu'on va également regarder d'un peu plus près, la notion donc, de ventilation mécanique contrôlée, qui fera l'objet d'un travail complémentaire dans le cadre de l'ARE 2020. Je voudrais d'abord revenir faire un petit état des lieux sur la perméabilité à l'air et faire un point actuel sur l'activité qui nous concerne sur l'année 2020. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble sur un échantillon en fait, de bâtiments. Donc, on parle bien de maisons individuelles en l'occurrence. Et je voulais vous donner un petit aperçu des fameux Q4 médians. Alors, ça va représenter un secteur d'activité. Je parlais des Pays de Loire tout à l'heure. Au global, donc sur 1250 projets, on peut analyser un Q4 moyen qui est de l'ordre de 0,35. Avec à la fois un détail, c'est important, qui concerne la maison de plein pied avec 861 projets et une moyenne médiane à 0,32. Également, les maisons étages avec à peu près 390 projets et une valeur médiane à 0,41. Alors, pourquoi il faut dissocier les deux? C'est vrai que les problématiques techniques sont différentes et il est important, notamment dans la prise en compte réglementaire, de pouvoir avoir la notion de Q4 moyen sur ces deux typologies. Précision toutefois, là on parle de projets conformes. Sur la période 2020, 85 projets ont fait l'objet de mesures complémentaires, à savoir avec une mesure non atteinte au premier essai. Et ce qui est important de savoir, c'est que la valeur médiane de ces mesures non conformes sont aux alentours de 0,74. Ça permet de faire un premier état des lieux. J'ai fait le même état des lieux pour l'année, pour la partie à fin avril de 2021. Pourquoi? Pour un petit peu voir quelle était la tendance du Q4 médian, voir s'il est globalement stable. Et on se rend compte au regard des chiffres qu'au global, bizarrement, alors on a bien entendu beaucoup moins de projets, puisque nous sommes concernés par 436 projets, 0,35 en Q4 moyen, donc ce qui est quasiment étal par rapport à l'année 2020. Les maisons de plein pied et les maisons étages, on est également sur des valeurs Q4 qui semblent relativement être stables à ce niveau, avec un petit gain d'ailleurs sur la maison étage à 0,39. Et sur la valeur médiane, même travail, notamment sur les projets qui ont fait l'objet d'un objectif non atteint, on arrive à 0,75, ce qui est également tout à fait stable. Alors, vous allez comprendre pourquoi je me suis permis de faire ce petit état des lieux, puisqu'en fait, dans le cadre de l'objectif de ce qui a été présenté au sein des différents webinaires donc par Energis, on a un objectif BBO Max qui va être quand même assez important par rapport à la RT 2012, de l'ordre de moins 20 à moins 40. Donc, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à la diapo que vous avez sous les yeux, c'est aussi que vous ayez en tête, en fonction de votre valeur médiane
de la production de vos projets aujourd'hui, que ce soit à la fois la maison de plein pied, à la fois la maison étage, de vous dire qu'avec un objectif de perméabilité qui est connu et pris en compte dans le calcul réglementaire, vous allez obtenir un certain gain qui n'est pas négligeable lorsque vous allez aller vouloir grappiller les quelques pourcents qui vous restent pour la conformité réglementaire RE 2020. Donc voilà, vous avez, je ne vais pas reprendre dans le détail, hein, vous aurez l'occasion d'avoir le replay de la présentation, mais si par exemple nous passons d'un 0,6 à une valeur objectivée à 0,5 sur une maison de plein pied d'environ 90 mètres carrés, vous pouvez gagner jusqu'à 3,5%. Donc ça reste quand même important. C'est un levier sur la conformité et du gain sur le B-Bio. Alors, je voulais aussi évoquer avec vous quelques points d'école sur la qualité, en effet, de l'étanchéité à l'air et des problématiques qu'on rencontre avec quelques images concrètes qui vous permettront d'apporter quelques points de vigilance. Alors, tout d'abord, le bâti. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant que, globalement, aujourd'hui, la qualité d'une enveloppe est liée à son assemblage. C'est primordial, en effet, pour limiter les infiltrations d'air. C'est-à-dire que le bâti doit être assemblé de manière continue et que, en effet, la nature des matériaux joue un rôle aussi au niveau de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe en fonction de ce qu'on aura utilisé en termes de produits. Alors, vous avez quelques images ici qui vont vous représenter la majorité des produits du marché, toujours à connotation, bien entendu, maison individuelle, avec à la fois de l'agglo, de la brique, éventuellement du béton sulaire ou une enveloppe plutôt sur une ossature légère type ossature bois. Un point important, notamment sur le galandage intérieur. Sachez qu'à ce jour, on rencontre des difficultés de mise en œuvre, des problématiques liées à l'étanchéité à l'air, notamment sur les positionnements en lien avec des éléments de structure au niveau des maisons. Je vais vous présenter deux petits schémas qui vont permettre d'illustrer cette problématique. Là, vous voyez que globalement, vous avez un WC avec un galandage intérieur pour lequel on est en connexion avec une gaine technique dans lequel on va retrouver un certain nombre d'éléments, notamment une ventilation primaire. Et sachez que, en fonction du plan et de l'exécution in situ qui n'est pas toujours bien en phase, on peut rencontrer des problématiques majeures d'infiltration au sein de la gaine technique et qui peut se répercuter sur le galandage intérieur. Donc ça arrive très, très souvent. On a beau être dans l'enveloppe du volume chaud, les interconnexions avec les lots techniques sont extrêmement importantes. Deuxième exemple, dans la même série avec un galandage intérieur, où nous serons plutôt en connexe avec des poutres béton ou poteaux béton, et sur lequel on n'aurait pas un habillage suffisamment nécessaire pour pouvoir traiter ces éléments d'étanchéité de l'enveloppe et qui viennent perturber donc l'étanchéité au niveau du galandage intérieur. Troisième point, les galandages du coup extérieur dans cette configuration. Vous voyez sur la photo en haut à droite que vous avez une partie isolante, bien sûr, qui protège l'aspect thermique, mais il est extrêmement important sur le châssis qui reçoit en fait la partie mobile de la menuiserie d'avoir un degré d'étanchéité, un traitement, ce qui n'est pas forcément le cas sur l'image ici. L'étanchéité également de la porte isolante, ou porte qui donnerait sur un local non chauffé, est extrêmement importante sur sa ceinture en termes d'étanchéité et également sa partie basse avec un système de clomette ou autre dispositif d'étanchéité. Au niveau des plénums, des plafonds, on va retrouver des pénétrations diverses, notamment des fluides, bien souvent. Vous avez deux images qui permettent de représenter des multicouches en pieds de doublage sur lesquels on a une problématique de traitement de pieds de paroi et également ici, pour exemple, des décompressions donc avec les pénétrations au plafond qui sont malheureusement souvent oubliées et qui, par les gaines techniques, vont générer des flux d'air parasites au sein de l'enveloppe et du volume chaud. Même exemple sur la partie électrique, qu'on le retrouve quand même assez souvent. L'exemple d'une pénétration de gaine électrique au sein d'une cloison ou éventuellement
d'une GTL, donc d'une gaine technique logement qui reçoit le tableau électrique, et un exemple également de spot encastré non étanche pour lesquels nous sommes sur des équipements de confort et qui viennent également entacher un petit peu la performance de l'étanchéité à l'air. Dernier exemple avec les tableaux électriques qui sont donc placés dans le volume chaud avec un traitement important en partie haute et partie basse. Sur la partie basse, plusieurs sujets. Le sujet à la fois des conduits, mais également de la pénétration au niveau du sol qui doit faire l'objet d'un traitement. Ces sujets qu'on a pu évoquer sont quand même des sujets assez récurrents. Acte 2, nous allons alors faire le lien notamment avec la ventilation et la performance donc, du bâti de l'étanchéité à l'air et voir un peu quel est le lien et la projection RE 2020 vis-à-vis de la ventilation. Donc, le contexte réglementaire, je pense que vous connaissez à peu près tous. Depuis 1982, où a été introduit en fait, les débits d'air dans les logements par la ventilation mécanique contrôlée. Un point important, 1er janvier 2018, le dimensionnement rendu obligatoire dans le cadre du calcul des pertes de charge sous les conditions des règles de l'art de l'installation et l'introduction au sein de la RE 2020 dans les prochains mois de la vérification obligatoire de la ventilation en fin de chantier. Donc, c'est sur ce point que nous allons nous concentrer tout de suite. La ventilation, donc, elle permet tout simplement en fait, de contrôler l'apport d'air neuf via les entrées d'air et par l'extraction de l'air vicié au sein du logement. Donc là, on est sur une solution plutôt simple flux. On peut avoir en effet des dispositifs double flux qui vont être plus aboutis en termes de confort et surtout du traitement de l'air, puisqu'on sera associé à un système de filtration qui permettra de renforcer la qualité de l'air. Donc, sur les deux procédés que vous connaissez, vous avez deux schématiques sous les yeux avec la simple flux hygro. Donc, c'est essentiellement sur ce projet, sur ce produit que nous allons nous concentrer puisque c'est une grosse part des installations de ventilation en maison individuelle. Et vous avez quand même la deuxième solution qu'il ne faut surtout pas oublier et perdre de vue, le système double flux sur lequel on va plutôt réaliser de la mesure de débit et ou pression en fonction de la typologie du système. Donc là, on a un fonctionnement en effet d'apport d'air neuf et de rejet avec un équilibre qui se crée au sein de l'installation. Donc les bénéfices liés à la ventilation, bien entendu, ce que vous pouvez côtoyer au quotidien, ce sont la qualité d'air liée aux occupants, la manière dont on va extraire les polluants, participer à la sécurité de l'apport d'air neuf et le renouvellement d'air au sein d'une enveloppe. Et bien entendu, ce qu'on n'a pas toujours bien en tête, mais aussi assurer la pérennité contre les moisissures et la condensation au sein d'un bâtiment. Alors, un petit schéma pour vous expliquer donc sur le système simple flux, comment ça fonctionne. Je pense que vous l'avez quand même bien en tête. Vous avez l'apport d'air neuf qui se fait par les entrées d'air, le système d'extraction par l'intermédiaire de groupes de ventilation et les bouches d'extraction placées dans les zones humides, et qui va permettre en fait de générer un phénomène de transfert, les flèches que vous voyez en vert. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le degré d'étanchéité des bâtiments, donc une faible perméabilité, ça permet de minimiser la perméabilité à l'air pour mieux maîtriser les débits d'air volontaires au niveau de l'enveloppe. A contrario, le schéma suivant, à partir du moment où votre perméabilité est relativement forte, et que vous êtes en présence de défauts au niveau de l'enveloppe, vous créez en fait une forme de déséquilibre de ventilation et vous vous retrouvez avec des locaux qui sont sous-ventilés, avec de l'apport d'air neuf, mais un taux de brassage et un transfert au niveau de l'extraction qui ne se fera pas sur le point de vue homogène et qui créera en fait tout simplement un déséquilibre. Et le risque, c'est qu'on ait une sous-ventilation avec des problématiques de condensation, que ce soit dans les chambres ou éventuellement les pièces, même les pièces humides. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer à l'instant, c'est que les défauts d'étanchéité des parois entraînent forcément une circulation aérolique qui va être modifiée et que les entrées d'air augmentent le débit d'air neuf
sujet d'entrée d'air qu'on verra un petit peu après, extrêmement important pour avoir un débit d'apport neuf, un apport neuf bien maîtrisé. Au niveau de l'environnement intérieur, écoutez, je pense que vous avez bien conscience qu'un certain nombre de polluants est présent à l'intérieur des maisons. Sachez que la qualité de l'air intérieur est 5 fois plus polluée, voire même plus, au niveau que la qualité d'air extérieur. Donc, avec un certain nombre de polluants présents, que ce soit du CO2, des coves, que vous allez retrouver dans l'école, le mobilier, les parquets, tous les éléments que vous allez rapporter dans votre maison. Et également, même pendant sa fabrication, au moment de la réception, vous avez un certain taux de décharge des différents éléments qui constituent les matériaux et qui représentent la maison et qui permet en fait qu'il est nécessaire de ventiler de manière un petit peu à réguler et que l'ensemble des matériaux polluants puissent un peu dégager dans l'atmosphère. Donc là, je vais vous expliquer un cas un peu concret sur l'année 2020 pour vous donner une petite photo de ce qui existe aujourd'hui en ventilation simple flux, système hygro essentiellement, par l'intermédiaire de mesures de pression qui ont été réalisées. Donc sur 134 projets effectués, vous allez retrouver 80 projets qui sont dits non conformes, c'est-à-dire pour lesquels nous n'avons pas atteint la plage de fonctionnement de pression sur l'installation, et 54 projets conformes. Alors, ça se répartit de cette manière. Sur les maisons de plein pied, vous allez avoir 89 projets qui sont donc conformes. Parmi ces 89, ces projets, 43 présentent une problématique de hors-plage au niveau de la mesure. Même chose en maison étage. Là, vous voyez que l'écart est quand même nettement moins important. Ça veut dire qu'on a un taux très, très important de mesures non conformes sur la maison étage pour différentes problématiques liées notamment à des passages de réseau et des longueurs de réseau. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, en l'état, sur ce qu'on peut mesurer, ce qui a été mesuré en 2020, ce qui est encore mesuré sur l'année 2021, on a vraiment une tendance aux alentours de 60-65% des projets qui présentent une mesure de pression avec une anomalie. Et ça, c'est un constat globalement qui est fait à l'échelle nationale dans le cadre des échanges qu'on peut avoir avec nos confrères en région qui également procèdent à des mesures assez régulières. Donc, je vais vous présenter quelques exemples d'installations ou quelques anomalies. Donc là, vous avez 2 belles images de groupes de ventilation pour lesquels les pressions étaient quasiment nulles au niveau des extractions, voire très basses. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, c'est tout simplement dans la phase d'exécution une anomalie notamment liée à la laine de verre soufflé. L'entreprise est intervenue, a dû à un moment donné se prendre les pieds dans une gaine, ce qui a engendré en fait un léger remplissage au niveau de la gaine. Et au moment où on reconnecte le système et la mise en fonctionnement, eh bien, en fait, on vient maculer la fameuse cage. Alors, j'appellerais ça plus vulgairement une cage à hamster, c'est un peu pour être représentatif, mais les ailettes du moteur. Et du coup, du fait de cette maculation, vous n'avez quasiment aucune dépression générée au niveau du groupe. Ça, c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent. D'autres exemples, notamment liés au raccordement au niveau des groupes de ventilation, avec des absences de bouchons sur certains départs, donc les pertes de charge sont également très importantes. Et en sortie de groupe, vous allez retrouver des coudes majeurs qui peuvent être très brusques et qui peuvent entacher en fait la circulation au niveau de l'extraction. Au niveau de la ventilation et notamment du rejet également, vous avez des problématiques. Vous le voyez sur l'image en haut à droite, avec une sortie non isolée et voilà, une sortie qui n'a même pas été raccordée sur l'extérieur. On a laissé pendant la gaine et c'est vrai que ceci pose énormément de problèmes, notamment en termes de stockage d'humidité, choc de condensation au sein du conduit. Deuxième groupe, où carrément, là, donc, du coup, on est sur un échappement libre. Et sachez que le raccordement doit impérativement être fait sur l'extérieur.
Là, c'est un mauvais maintien, en fait, tout simplement, de la gaine de rejet. Donc, je voulais revenir sur les intervenants. Aujourd'hui, les intervenants liés à la ventilation, vous allez retrouver le couvreur pour la sortie de toiture, l'électricien et ou le plombier en charge de l'exécution du groupe de ventilation et le menuisier qui peut avoir en charge à la fois le détalonnage sur les portes intérieures et éventuellement la pose des entrées d'air dans certains cas. L'échange et la pédagogie donc, sera nécessaire pour améliorer la qualité des ouvrages. Ce que je vous note en bas, c'est extrêmement important aujourd'hui de faire progresser la filière et d'avoir un degré de pédagogie sur un lot ventilation qui est souvent un micro-lot au sein du lot électricité ou plomberie et pour lequel on a un sujet majeur de qualité. On va se projeter un petit peu sur la réglementation à venir. Donc, en effet, on en parlait depuis longtemps. La conformité des ventilations va faire l'objet d'une introduction au sein de la RE 2020 sur la base d'un protocole qui va intégrer de la mesure fonctionnelle et de la vérification fonctionnelle dans son ensemble. Alors, je vais vous expliquer, vous rappeler ce qui est la mesure de pression donc, en système simple flux hygroréglable. La plage doit être comprise, selon les avis techniques, entre 80 et 160 pascal et la plage de 70 à 160 pour la bouche cuisine. Donc, les avis techniques en maison individuelle précisent ces plages et sont disponibles facilement. Parlons de la vérification du système qui devrait être introduite au sein de la RE 2020. Le protocole aujourd'hui n'a pas été complètement défini. Sachez qu'il sera basé sur ces 3 documents qui sont consultables et que vous pouvez retrouver sur les réseaux, que ce soit le DTU 68.3 qui est utilisé par les entreprises, le livre blanc de la ventilation qui est paru début 2018 et les points de vérification du protocole Promévent qui sont aujourd'hui essentiellement liés à des labels type F-Énergie. Comment aborder le sujet de la ventilation à répondre aux exigences? Donc, la première étape indispensable, c'est le dimensionnement. Donc, vous pouvez faire appel, en effet, au bureau d'études d'énergie sur les dimensionnements de ventilation. Pourquoi ce dimensionnement? Il permet tout simplement de positionner le groupe de ventilation, de définir les longueurs de réseau et également les emplacements des bouches d'extraction, ce qui nous permettra d'avoir un calcul de perte de charge et de dimensionner à la fois les positionnements et éventuellement les diamètres des gaines pour garantir une perte de charge minimum. Donc, je vais vous présenter les différents sujets. Alors, je ne vais pas vous parler des points de contrôle qui seront au sein de la RE 2020 parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas complètement arrêtés, mais je vais vous représenter un petit peu les points majeurs sur lesquels il faut apporter une vigilance. Premier, le rejet. Le rejet est extrêmement important. Sachez qu'on peut avoir, en fonction de la qualité des rejets, des pertes de charge qui peuvent aller de 5 pascal jusqu'à 30-35 pascal. Et que cet élément, à partir du moment où vous générez un maximum de perte de charge sur un rejet, vous allez vous créer un handicap pour obtenir les bonnes valeurs au niveau des extractions. Le rejet, il doit bien sûr être isolé en diamètre 160 et raccordé sur un terminal sans réduction. Le groupe, son positionnement, en effet, doit être respecté vis-à-vis de l'étude des dimensionnements qui a été faite. Ça introduit le fait que l'installateur doit avoir connaissance de cette étude et du positionnement du groupe de ventilation pour le respecter lors de l'exécution et que le groupe donc, doit bien être suspendu, non solidaire de la structure, que les raccordements au niveau des réseaux doivent être relativement étanches et que vous avez un cas présenté, le groupe ne doit pas être posé au sol et les conduits non isolés quand on est hors du volume chauffé. Petite précision dans le cadre notamment du DTU, l'accessibilité par une plateforme est importante dans le cadre de la nécessité d'entretenir aussi les groupes de ventilation. Et ça fera l'objet, je pense, d'un deuxième volet sur la notion d'entretien. Le réseau, plusieurs natures de réseau. Vous allez retrouver les conduits souples isolés quand vous êtes bien entendu en volume non chauffé.
des conduits semi-rigides, rigides, isolés, quand vous êtes hors du volume, bien entendu, que le conduit inférieur doit être inférieur à une longueur de 6 mètres et maximum 3 coudes. Alors, vous avez des cas où ça peut être un petit peu compliqué, mais l'étude de dimensionnement est là aussi pour aider. Et bien entendu, le sujet des gaines, donc souple, semi-rigide, c'est quelque chose qui fait débat en ce moment. Je dirais que tout est possible. Il faut quand même avoir conscience qu'en fonction des projets, les systèmes semi-rigides seront quand même à privilégier, notamment sur des maisons-étages, qui nous permettront plus facilement de passer les parties techniques au niveau de l'habitation. Les entrées d'air et les extractions. Donc là, également quelques règles à bien respecter, notamment sur les positionnements des bouches d'extraction. Ici, vous allez retrouver un petit schéma qui va vous expliquer qu'à l'axe, une bouche d'extraction doit être placée à 20 cm de la paroi. Et si elle est présente en paroi verticale, à un minimum 1,80 m du sol. Important aussi également, sur la photo du bas, les bouches d'extraction ne doivent pas être obstruées, que ce soit par du mobilier ou différents éléments qui viendraient masquer la capacité d'extraction de la bouche. Dernier point, au niveau des mortaises également, des problématiques de mortaise sont importantes. Elles doivent bien ne pas être encombrées et faire l'objet notamment d'une pose tunnel pour faciliter l'intégration dans le cadre de demi-linteaux au niveau des volets roulants. La présence des piles également, qui permettra en fait de bien, en phase finale, faire la mesure entre le débit de pointe et le débit de base, nécessaire pour le contrôle de la pression. Le phénomène de transfert, donc là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la qualité de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe et le transfert au sein du bâtiment de par l'apport d'air neuf et de par l'extraction. Donc la règle importante, c'est 1 cm minimum ou 2 cm dans le cadre d'une porte cuisine et d'une pièce fermée. L'important également à rappeler, c'est que la mesure se fait dans le cadre de la présence du sol, donc avec un sol fini, même si j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, dans les projets, on est souvent en présence de sols à charge client pour lequel on a une exécution future. Voilà, j'en termine sur la présentation. Ce que je vous écris ici, c'est que la ventilation représente les poumons de notre environnement intérieur pour une qualité d'air sain et un confort assuré. Donc voilà, on a une introduction au sein de la RE 2020 qui devrait conforter les sujets de confort intérieur et qui viendront, les conforts d'usage seront renforcés vis-à-vis de l'usager. Merci à tous, merci à toutes. Excellente journée. Merci Jérôme. Merci Jérôme pour cette bouffée d'oxygène. C'était une belle présentation qui nous permet d'aborder des sujets différents de la RE 2020 dans nos rendez-vous Energis. Je vous remercie à tous de votre présence. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander le replay et une partie de la présentation sur l'adresse mail webinaire@energis.fr. N'hésitez pas non plus à poser peut-être vos interrogations à travers cette même adresse et on se fera un plaisir d'apporter et d'abonder sur les sujets qui vous intéressent. Je le répète aussi suite au dernier webinaire, mais n'hésitez pas à nous faire part des sujets liés à la construction, à la conception qui pourraient vous intéresser, que vous pourrez aborder dans les prochains mois. Nous reviendrons rapidement vers vous sur des sujets d'actualité sur les RE 2020 dès que nous aurons les textes enfin publiés. Et puis, nous reviendrons aussi vers vous sur un sujet qui a de plus en plus d'intérêt au sein des entreprises de construction de maisons individuelles et de promotion immobilière, qui est la relation digitale avec vos clients. En attendant, je vous souhaite un bel été. À très bientôt.